Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'ingénierie. Au Québec, on manque d'ingénieurs, comme le rapportait le journal il y a quelques semaines. Le Québec cherche plus de 52 000 ingénieurs d'ici 10 ans. C'est 5 200 ingénieurs par année, ça, à trouver. Alors, qu'en est-il de l'histoire de l'ingénierie ici au Québec? Elle est liée aux grands travaux d'infrastructures québécois, mais ce qu'on sait moins, c'est que cette histoire, elle est intimement liée au contexte socio-économique de la province. Voici Véronique Morin. La pratique de l'ingénierie remonte aux temps anciens, que l'on pense aux grandes pyramides d'Égypte, aux constructions des Babyloniens, des Mayas et des Aztèques. Ces civilisations avaient déjà développé des méthodes et des outils extrêmement sophistiqués qui ont permis d'ériger des constructions grandioses et ingénieuses. Mais elle s'est répandue et en quelque sorte démocratisée avec l'avènement de l'industrialisation. Dans les années 1850, il y a eu en Europe un gros boom de grands travaux d'ingénierie et donc le développement des formations pour les réaliser. Au Canada, la formation formelle en ingénierie a commencé à l'Université du Nouveau-Brunswick en 1854, mais ce n'est que 20 ans plus tard que les diplômes d'ingénieurs sont remis par des organismes universitaires, alors que jusqu'alors, le génie était principalement une profession militaire. Au Québec, grâce à l'intervention de Pierre-Joseph Olivier Chauveau, premier ministre du Bas-Canada, l'Université de Montréal met sur pied l'École polytechnique, qui est officiellement reconnue en 1876, mais en 30 ans d'existence, jusqu'en 1904, elle ne forme que 114 diplômés. Pendant la même période, selon Robert Gagnon, historien des sciences, en raison des conditions socio-économiques favorables aux anglophones, l'Université McGill, elle, forme 584 ingénieurs. Les ingénieurs qui sortent de Polytechnique proviennent de tous les milieux, dont plus du tiers des milieux ouvriers, alors que ceux de McGill sont souvent des héritiers de l'élite anglophone dominante de l'époque. En 1904, le fédéral est le plus important employeur des ingénieurs francophones formés à Poly. Très peu d'entre eux se retrouvent en industrie privée, alors que des compagnies comme la Davy Shipbuilding à Lévis et la Shawinigan Water and Power Company, des grandes industries québécoises, voient le jour et sont dirigées par des ingénieurs anglophones. C'est aussi ainsi que la conception du fameux pont de Québec avait été confiée au départ à l'ingénieur américain Theodore Cooper, dont cette première version s'est effondrée en 1907, tuant 76 personnes. Il a fallu le reconstruire et grâce à l'intervention de l'ingénieur et lieutenant H.E. Vautelet, dont on sait peu de choses d'ailleurs, et malgré un second effondrement en 1916, le pont de Québec a finalement pu être terminé et est maintenant reconnu comme un joyau architectural désigné comme un monument historique international du génie civil par l'American Society of Civil Engineers, qui souligne le défi technique que représentait sa construction au début du siècle. Pendant ce temps, à mesure qu'une première génération d'ingénieurs québécois prenait naissance, un véritable esprit de corps se développait à Polytechnique, dévoué, selon Robert Gagnon, dans son papier, la formation d'un groupe social, les ingénieurs francophones au Québec. Cette dévotion, comme le raconte l'historien, mène en 1920 à la protection du titre d'ingénieur défini par une loi et à la création d'un organisme légitimement mandaté pour appliquer cette loi, la Corporation des ingénieurs professionnels du Québec. Ça y est, les ingénieurs québécois n'étaient plus perçus comme des techniciens ou des ouvriers spécialisés, mais bien comme des dépositaires d'un savoir scientifique. La profession devient donc plus attirante pour ceux qui, ce qu'on appelait à l'époque, terminaient leur cours classique. Ce n'est donc qu'après la Seconde Guerre mondiale qu'on commence à voir un nombre croissant d'étudiants québécois francophones en génie. Mais des ingénieurs de la première génération réussissent à avoir un impact majeur dans l'histoire du Québec, comme Arthur Surveyor, qui fonde en 1911 à Montréal un petit bureau d'ingénieurs conseils qui œuvre dans le domaine du génie civil et de l'énergie. Plus tard, les activités de la firme se diversifient, notamment dans le secteur industriel. Assez qu'en 1937,
Il s'associe à deux autres ingénieurs, Émile Naniguer et Georges Chenevert. Et au début des années 1960, sa compagnie, connue sous l'appellation SNC plus tard, conçoit le barrage Daniel Johnson sur la rivière Manicouagan, dans le nord du Québec. Ce barrage est toujours aujourd'hui considéré comme le plus grand barrage à voûtes multiples au monde, contribuant à faire briller le génie québécois à l'international. Depuis ce temps, la profession s'est diversifiée. L'Ordre des ingénieurs du Québec compte désormais plus de 70 000 membres et espère presque doubler ce nombre dans la prochaine décennie pour réaliser d'autres grands projets dans l'espoir, peut-être, de façonner le Québec de demain. Ouais, une grande histoire que celle du génie québécois, mais malheureusement, encore aujourd'hui, les femmes demeurent toujours minoritaires, formant aujourd'hui un petit 15% des ingénieurs au Québec. Mais il y a 30 ans, au moment de la tuerie de Polytechnique, elles ne formaient seulement que 4% de la profession. C'est vrai, le domaine de l'ingénierie, c'est un domaine encore très majoritairement masculin, mais de plus en plus, le génie se préoccupe également de solutionner encore plus des questions environnementales, de santé publique. Peut-être à ce moment-là que les femmes y trouveront aussi davantage de raisons d'y faire leur place. Merci Véronique Morin, c'était en 5 minutes.